bien, ces intentions ont été en effet manifestement expliquées, déclarées par Madame Condoleezza Rice dès son arrivée à Tripoli. Elle a dit ceci, c'est une véritable formule qui est applicable sur l'ensemble des continents et qui vaut donc en premier pour l'Afrique. Lorsque des pays, a-t-elle dit, sont prêts à opérer des changements de direction stratégique, les États-Unis sont prêts à y répondre. Cela est une sorte de parodie, vous savez, de ce que connaissent tous les religieux, disant que lorsqu'un peuple est prêt à assumer son destin, il reçoit l'aide divine. Eh bien là, si un peuple est prêt, disons, à abandonner sa propre stratégie d'indépendance, les États-Unis sont prêts à y répondre. Voilà quelle est la formule de la politique que propose Madame Condoleezza Rice. Elle n'est pas nouvelle en Libye. J'entends que Madame Condoleezza Rice a été précédée par tout un travail diplomatique et le mois dernier, disons au mois d'août, Monsieur Hamad Fitouri, que nous connaissons ici à Toulouse car il a signé des accords culturels entre Tripoli et notre université, a signé avec Monsieur David Welch, le secrétaire d'État américain adjoint chargé du Proche-Orient, tout un accord qu'a rappelé donc monsieur votre invité sur le dédommagement des victimes américaines. Victimes américaines d'un attentat que tout le monde sait qui n'a pas été perpétré par la Libye. C'est un attentat dont les origines ne sont pas établies. Mais le président, le chef de la révolution libyenne, lui-même a préféré que son pays porte la responsabilité financière comprise de cet attentat pour pouvoir justement entrer dans le concert américain. Et ce concert américain, lui, est une invitation faite à tous les États africains. Il y a une machine de guerre à la fois militaire, si je puis dire, et civile, que l'on appelle l'Afrocom, vous savez, qui a une direction militaire avec un noir américain à la tête de son armée, et aussi une déléguée civile qui est Mary Carlin Yates, et ces deux têtes, si je puis dire, du même serpent, veulent, disons, préparer, affermir leur présence en Afrique, et ils ont choisi, du reste, je crois, le Maroc comme véritable lieu de commandement de cette sorte d'armée qui ne comprend qu'un millier d'hommes, mais qui est une sorte, si je puis dire, d'encadrement de toute l'Afrique. Il y a bien sûr, comme vous l'avez même dit, des intérêts stratégiques, des intérêts économiques, mais ce sont surtout des intérêts politiques. Il s'agit de maintenir l'ensemble des pays sous la coupe américaine, sous la coupe américano-sioniste. Monsieur d'Ortiguier, excusez-moi de vous interrompre. Avec toutes ces richesses, elle s'est inclinée, naturellement, car je crois que, comme tout le monde ici qui connaît la Libye, disons, le répète depuis de nombreuses années, il s'agit là d'une préservation d'intérêts dynastiques de la part de M. Kadhafi. Monsieur d'Ortiguier, merci beaucoup, mais l'avenir de l'Afrique, c'est-à-dire qu'est-ce que les Africains doivent faire pour éviter la omniprésence en fait des États-Unis en Afrique? Lorsqu'on veut éviter qu'un virus vous attaque, il faut avoir des soins du corps, il faut préserver sa santé. Il y a la santé du corps, comme dirait Platon, il y a aussi la santé, comme il le dit, de l'âme. Eh bien, je crois que c'est en faisant un effort sur soi-même, en ayant confiance en soi, en abandonnant enfin de voir le monde à travers les lunettes des étrangers. C'est-à-dire en sachant qu'il y a un trésor dans l'Afrique, ce trésor est essentiellement un trésor humain. Ce n'est pas simplement le trésor des matières premières, des matériaux stratégiques. Prenons de très grands exemples dans le monde. Nous donnons toujours l'exemple du Japon, qui a été le modèle même, à travers tous ses malheurs, d'une confiance en soi qui le met au premier rang. Et vous savez, même de grands pays comme la Russie, par exemple, qui sont très fiers de leurs ressources économiques, manquent encore de cette confiance, ont toujours cette faiblesse. Prenez un pays occupé chez nous comme l'Allemagne, qui malgré tout a conservé, disons, cette puissance et cette confiance. Ce sont là des modèles que les Africains doivent suivre, et je crois que l'unité africaine est en effet un premier pas. Ce que voudraient les Américains, c'est justement entraver